Bonjour à toutes et à tous, chers inspecteurs, chers professeurs. Nous sommes vraiment heureux de voir la salle comble pour cette matinée de l'inspection générale qui est l'ouverture du plan national de formation. Alors, j'en veux à Thibaut Sardier d'avoir dit que j'étais indéboulonnable. Je n'ai pas vraiment aimé, mais je pense que ça traduit quelque chose. Ça traduit le fait qu'il y a des permanences. Les permanences, c'est d'abord nos permanences à nous, inspection générale, avec la direction générale de l'enseignement scolaire, de tenir les financements de nos plans de formation de Saint-Dié et de Blois, permettre à des délégations dans les académies de venir parce que c'est notre lieu de respiration intellectuelle, parce que ce sont nos lieux de rencontre, nos lieux d'échange, nos lieux de fraternité aussi. C'est très important de se le dire et c'est très important de le tenir. Alors oui, je suis peut-être indéboulonnable, mais j'en suis très fière et du travail que l'on fait avec l'inspection générale et vous tous. Merci. Le deuxième point sur lequel je voudrais insister, c'est le travail que font les inspecteurs dans les académies. Vous verrez qu'ils maillent l'ensemble du PNF. Ça va de l'inspection générale, y compris des inspecteurs généraux émérites. Laurent, merci d'être là. Et puis, on te retrouvera dans différentes interventions pendant le festival. Ce sont aussi les inspecteurs dans les académies, je le disais, qui vont présenter l'instant lycée professionnel, les rendez-vous du développement durable autour d'une proposition sur les changements globaux et l'interrogation sur le pouvoir d'agir de l'école. Et puis, toujours le lab numérique et les présentations des professeurs de séquences pédagogiques dans la salle de la Dame Blanche. Où il faut vraiment passer, regarder, c'est vraiment la géographie telle qu'elle s'enseigne. Et puis, pour la troisième année consécutive, c'est la présence des élèves à la COP des élèves, donc les élèves de l'Académie de Nancy-Metz. Le recteur Pierre-François Mourier de la région académique sera présent à cette COP, ainsi que nous deux, pour voir aussi le travail qui se fait dans l'enseignement au collège et au lycée. Donc vraiment, merci beaucoup. Je passe la parole à Kevin Sutton, qui est inspecteur général, pour une présentation aussi de l'actualité de la géographie. Je vais prendre ce micro, ce sera plus simple. Bien, bonjour à toutes et à tous. Alors cette ouverture, c'est aussi l'occasion de remercier et d'appuyer ces remerciements à toutes les équipes aussi qui font vivre un certain nombre de sites comme Géoconfluence, comme Géoimage, que vous connaissez toutes et tous et que vous fréquentez, et qui participent d'une actualisation permanente du coup des ressources mises à disposition du grand public, des enseignants, de tout le monde, qui permet de créer ces liens, ces ponts entre la géographie sur ce pan recherche et le quotidien, la géographie au quotidien dans notre société qui passe en tout premier lieu par l'enseignement. Et vraiment, je pense qu'on peut remercier donc les équipes de Géoconfluence, Jean-Benoît, je vois Jean-Benoît Bourron dans la salle avec tous ses relecteurs, Nathalie Reveillaz, mais aussi au niveau de Géoimage, vraiment un merci tout particulier à Fabien Vergès et puis à Laurent Carouet qui est présent, qui a été à l'initiative de beaucoup de choses autour de tout cela. Et il faut mesurer tout le travail qu'il y a derrière. C'est un travail énorme, parfois invisible, mais qui permet justement d'actualiser et de mettre à portée une actualisation permanente des savoirs géographiques, parce que l'activité éditoriale est très dense. On ne va pas avoir le temps de présenter l'ensemble, mais on ne peut que vous inciter à faire un tour au Salon du Livre. Peut-être, si on devait signaler une parution, j'allais dire, emblématique de ce début d'année scolaire 25-26, c'est la publication d'un nouveau dictionnaire, géographie au pluriel, qui vient, j'allais dire, compléter, qui est complètement complémentaire avec le paysage dictionnaire d'ores et déjà existant. Il y aura une présentation du projet éditorial de ce dictionnaire, notamment avec Fabrice Argounès qui interviendra lors de la table ronde qui suivra la présentation de Camille Escudé. Et vraiment, au cœur de notre discipline, il y a l'importance du mot, il y a l'importance justement de ce vocabulaire, et c'est pas anodin qu'en 2025 sorte un nouveau dictionnaire. Et je pense que c'est passionnant de se plonger justement dans cette circulation des mots,
Parce que derrière cette circulation des mots, derrière le projet éditorial de ce dictionnaire de 2025, il y a aussi un enjeu fort sur lequel on va revenir. C'est peut-être le défi de l'incarnation de notre discipline, mais Catherine y reviendra du coup tout à l'heure. Donc, une actualité éditoriale très dense, en écho avec l'actualité mondiale au sens plus large, mais aussi en écho avec les nouvelles questions de concours qu'on aura l'occasion de présenter demain, notamment l'état-objet géographique, le Pacifique, je n'en dis pas plus, mais vous verrez en circulant dans les allées qu'à travers ces nouvelles questions de concours, on souhaite vraiment arriver à arrimer ce temps fort de la vie de nos disciplines, ces concours, avec toute une actualité de la discipline. Et en cela, eh bien, en complément justement de la fréquentation assidue des sites que j'ai pu citer, eh bien, on ne peut que, du coup, encourager de lire assez fréquemment aussi les revues scientifiques de géographie, parce que c'est ce qui permet aussi d'être au contact permanent d'une discipline qui se renouvelle, tant dans ses méthodes que dans ses objets, dans un monde qui va, au final, très très vite. Et justement, ce monde qui va très vite, eh bien, cette thématique, pouvoir et puissance, va nous permettre, du coup, eh bien, un petit peu de l'investir. Alors, pour cette matinée, nous avons choisi 2 temps. Un premier temps sur l'analyse géographique et géopolitique de la puissance et du pouvoir, avec Camille Escudé qui va nous proposer une conférence sur l'Arctique, enjeux de pouvoir, et un second temps qui permettra d'élargir le champ et de conduire la réflexion autour en articulant pouvoir et puissance, avec donc Camille Escudé, Amael Catarusa, qui est le directeur scientifique du FIG, et Fabrice Argonès. Alors, merci Camille Escudé d'être présente pour cette conférence sur l'Arctique. Alors, je vous présente assez rapidement. Vous êtes géographe et vous êtes docteur en relations internationales. Alors, c'est intéressant parce que c'est l'articulation de l'apport de la géographie aux relations internationales qui ne sont pas deux choses qui se confondent. Vous êtes membre du série Sciences Po et spécialiste de l'Arctique. Vous avez publié une doc photo qui s'intitule Géopolitique de l'Arctique, mondialisation d'une région périphérique. Et puis, au PUF, dans la collection Géopolitique dirigée par Frédéric Ancel, vous avez publié Géopolitique de l'Arctique, vraiment qui est un ouvrage que je recommande à toutes et à tous. Vous faites part également régulièrement de vos analyses dans la revue Grand Continent, avec des contributions extrêmement précises et pointues et qui apportent beaucoup, et notamment le regard de la géographie dans cette revue Grand Continent. Alors, merci beaucoup. Je vous passe la parole. Le diaporama est prêt. Tout est prêt. D'accord. Merci beaucoup, Camille. Bonjour. Donc, bonjour à toutes et à tous. On m'a proposé de parler de l'Arctique, qui est le sujet que je connais le mieux, à travers le prisme des enjeux de pouvoir. Et là, je vais essayer de vous présenter, d'après moi, les grandes questions liées au pouvoir dans cette question-là régionale de l'Arctique. Pardon. Alors, je souhaitais commencer par la question des représentations, et notamment la question des représentations de pouvoir dans la culture populaire, à la fois peut-être pour vous proposer des références classiques ou moins classiques que vous pourriez connaître, et d'autant plus parce que ces 5 exemples que j'ai choisis me paraissent articuler particulièrement bien la question du pouvoir et de la puissance dans les représentations communes, mais aussi de la culture populaire, qui participent à entretenir évidemment des relations de pouvoir sur ces territoires particuliers que sont les régions de l'Arctique. La première référence qui me semble intéressante, c'est Dr. Folamour, Dr. Strangelove en anglais, le film de Stanley Kubrick,
qui, en plein milieu de la guerre froide, illustre des relations de pouvoir au niveau international, dans un contexte de guerre froide, où là, vous le voyez, dans la salle de crise du Pentagone, se trouve dans ce scénario de politique fiction, de guerre concrète, déclenchée par ce fameux docteur Folamour, on voit ici que les États-Unis sont attaqués, mais attaqués par où? Par le nord, par l'Arctique, d'où viennent ces missiles qui vont ensuite viser la ville de Washington. Donc une relation de pouvoir ici, purement classique, de la bonne vieille guerre froide au niveau interétatique. La deuxième référence que je vous propose, c'est une série réalisée par Joe Nesbo, le fameux auteur de polar norvégien, qui date de 2015. C'est intéressant, 2015, on n'était pas encore à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, mais néanmoins, on voit ici au niveau de la région de Barents, donc la région entre la Norvège et la Russie, encore une fois un scénario de politique fiction qui sonne un peu bizarrement aujourd'hui, un scénario de politique fiction où la Norvège, vous le savez, État très riche, qui tire beaucoup de sa petite puissance de la ressource pétrolière, élirait dans ce scénario de fiction un gouvernement écologiste et déciderait d'arrêter la production de pétrole. Et donc la Russie envahirait la Norvège par le nord, par la région de Barents, pour la forcer à reprendre cette production pétrolière dont la Russie a besoin pour entretenir sa puissance. Donc vous voyez ici un drapeau russe sur le palais présidentiel à Oslo. Une troisième référence aussi que vous connaissez peut-être, c'est Nanook l'Esquimau. On dit souvent que c'est le premier documentaire de l'histoire du cinéma réalisé par Robert Flaherty parmi les Inuits. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant parce que premier documentaire, oui, peut-être, mais aujourd'hui, on le voit fortement teinté d'un regard post-colonial, donc une autre peut-être relation de pouvoir. À l'époque où Robert Flaherty, on le sait maintenant aujourd'hui, filmait la vie quotidienne des Esquimaux, qu'on appelle maintenant des Inuits, puisque ce terme Esquimau est aujourd'hui fortement connoté négativement. Et il filme cette vie quotidienne des Inuits, mais à l'époque déjà, en leur demandant de se mettre en scène et de pratiquer des choses qu'ils ne pratiquaient déjà plus, juste pour la caméra, qui reflète effectivement ce regard post-colonial, un regard de pouvoir du sud, cette fois-ci, pour changer vers le nord, puisqu'on est en Arctique. Enfin, une quatrième référence, toujours dans cette question aussi du pouvoir du sud vers le nord, c'est la question qui est abordée par la série Borgen, que vous connaissez aussi sans doute, notamment dans sa saison 4, qui aborde la question complexe et qui revient régulièrement au devant de la scène actuelle, du pouvoir de Copenhague, donc cette fois-ci une ancienne colonie une ancienne puissance coloniale sur son ancien territoire colonial, qui est aujourd'hui un territoire autonome, de plus en plus autonome, pas encore indépendant, qui est le territoire du Groenland, où encore une fois, les rapports de pouvoir ici post-coloniaux se superposent aussi avec la réalité et la fiction, avec, on le sait dans la série, des acteurs qui jouaient aussi leur propre rôle dans la vie politique. Et enfin, peut-être une dernière référence qui illustre un nouvel aspect du pouvoir dans ces régions arctiques. C'est la série toute récente Chronique Arctique sur Netflix, qui date de cette année, qui cette fois-ci traite peut-être de la question du pouvoir, toujours dans les régions arctiques parmi une communauté inuite du Nunavut, donc au Canada, avec cette fois-ci la question du genre et de l'empouvoirment de cette, comme on dit en bon québécois, d'une jeune femme mère célibataire, et donc qui traite cette fois-ci la question du pouvoir, ou peut-être de la reprise du pouvoir par le bas, en traitant la question du féminisme dans des populations, on le sait, qui sont fortement touchées, notamment par les violences sexuelles dans ces régions anciennement colonisées. Toutes ces représentations dans la culture populaire, elles participent et elles renouvellent des relations de pouvoir, mais elles font aussi écho à des représentations de pouvoir géographiques et donc, bien sûr, politiques. Je n'ai pas besoin de vous en convaincre, je pense. Et j'ai choisi, encore une fois, 3 représentations de pouvoir tout à fait intéressantes que j'espère vous ne connaissez pas trop. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent la fameuse photographie du drapeau russe planté au niveau du pôle Nord en 2007. Et cette fois-ci, c'est un symbole enchâssé dans le symbole que j'ai choisi de vous proposer, c'est-à-dire un timbre russe réalisé en 2007 qui représente, donc qui met en valeur sur cet immense territoire russe, donc un outil fort évidemment de la puissance russe en Arctique, qui met en scène cet exploit scientifique et cet exploit aussi peut-être géopolitique de rapport de puissance ici et de mise en scène de la puissance, encore une fois au carré, dans ce drapeau planté sur le pôle Nord, dont on a fait un timbre qui circule dans toute la Russie.
Ce qui me semblait intéressant aussi, c'est de parler des représentations de pouvoir d'acteurs qui ne sont pas des acteurs régionaux en Arctique, qui posent aussi la question de qui a le pouvoir et qui exerce sa puissance dans ces régions-là. C'est pourquoi je propose ici une carte de l'Arctique vue de la Chine, pour changer un peu, et qui est extraite du premier livre blanc chinois sur l'Arctique, qui date de 2019. Représentation tout à fait intéressante. On voit un Arctique sans banquise, encore une fois peut-être de la politique fiction. Donc l'Arctique vu de la Chine avec cette projection, je ne sais même pas comment elle s'appelle, plutôt polaire, mais qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et on voit ici le projet des routes polaires de la soie, avec effectivement des routes dessinées qui n'existent pas non plus encore, notamment la route du Nord-Ouest, qui vise le passage du Nord-Ouest qui vise à relier les villes littorales chinoises ici au continent américain. Enfin, une troisième carte tout à fait intéressante, produite encore une fois par un nouvel acteur du pouvoir et de la puissance en Arctique, qui n'est pas un acteur proprement, qui n'est pas en tout cas un acteur souverain en Arctique et qui n'est pas non plus un acteur étatique, pour changer. Il s'agit ici d'une carte produite par le gouvernement écossais qui, pour justifier sa présence en Arctique, propose une carte tout à fait intéressante où vous voyez le centre de l'espèce de rose des vents qui est en plein milieu du Groenland et donc qui fait que sur cette carte ça paraît évident, Édimbourg est aussi proche du centre de la rose des vents que le Canada. Mais en réalité, vous savez qu'ici, ce n'est pas le pôle Nord qui est représenté, c'est juste une proposition de représentation de l'Arctique qui permet de justifier la proximité d'Édimbourg sans que ce centre de la carte corresponde à quelques pôles Nord imaginaires. Ce que je voulais donc proposer, le fil rouge peut-être de cette présentation, c'est montrer que l'Arctique est à la fois le sujet et le produit de multiples représentations concurrentes. Que ces représentations soient des représentations médiatiques, des représentations de la culture populaire dont nous sommes abreuvés, des représentations scientifiques également, et que l'Arctique est donc le sujet de rapports de pouvoir, mais également le produit de ces rapports de pouvoir, parfois de manière extrêmement matérielle. On le verra surtout depuis 2022, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Or, ces relations de pouvoir ont des conséquences sur les territoires et des conséquences qu'on peut mesurer. Par exemple, l'irruption de nouvelles bases militaires. Par exemple, la matérialisation très matérielle d'une frontière entre la Russie et la Finlande qui n'existait pas encore il y a 3 ou 4 ans. Et ceci à tous les niveaux géographiques. Et je vais essayer de balayer ces relations de pouvoir ici à tous les niveaux géographiques. Je vous parle de cela dans un contexte qui est particulièrement troublé géopolitiquement, à la fois dans le contexte des présidences de Donald Trump de la première et de la deuxième en 2025, qui font que l'Arctique revient aussi sur le devant de la scène, dans un intérêt de nouvelles puissances et de nouvelles affirmations de pouvoir en Arctique, que l'on parle d'États arctiques, d'États non arctiques comme la Chine, d'acteurs non étatiques du monde entier, comme des ONG, je vais avoir l'occasion d'en reparler, qui revendiquent une part du pouvoir, une part des décisions en Arctique, dans un contexte également du blocage de la coopération politique dans cette région qui prévalait plus ou moins jusqu'en 2022 et qui pose la question de qui a le pouvoir, en posant notamment la question de qui a le pouvoir, est-ce que les habitants de ces régions ont encore le pouvoir ? Je pense que vous avez souvent entendu parler de l'Arctique comme miroir des rivalités de pouvoir, comme un endroit où se reflèteraient peut-être de manière grossie encore des rivalités de pouvoir sur ce qu'on appelle souvent la dernière frontière, avec la question effectivement du front pionnier, d'un des derniers espaces du monde où les drapeaux pourraient encore être plantés. Et ça, c'est une rhétorique, des représentations qui datent dans l'histoire, notamment qui datent du 19e siècle. Et je propose ici cette représentation du Petit Journal illustré de 1909, où on voit ici, avec vraiment tous les clichés de la représentation polaire, un territoire vide avec des manchots. Au passage, les manchots, c'est en Antarctique, ce n'est pas au pôle Nord. 2 explorateurs états-uniens qui se bagarrent, vous voyez, pour planter un drapeau états-unien sur le pôle Nord. 2 explorateurs qui sont en fait tous les 2 états-uniens, le docteur Cook et le commandant Peary. Donc un espace de rivalité de pouvoir, ici scientifique, politique, encore une fois, dans un espace blanc, immaculé, peuplé uniquement de manchots. Donc pas de vol, c'était pas des pingouins. Et en fait, qui n'est pas peuplé d'habitants. Donc ça, c'est peut-être une des premières représentations de cette idée de dernière frontière, d'endroit qu'on va
s'approprier, coloniser, et un des derniers endroits de la planète où c'est encore possible de le faire. Cette rhétorique, elle est renouvelée dans cette photo de 2007, que vous connaissez certainement, qui est présente dans beaucoup de manuels scolaires. Encore une fois, cet exploit scientifique, qui est en fait éminemment lié au pouvoir politique. L'explorateur qui a mené cette expédition est en fait un très proche de Vladimir Poutine et un de ses députés à la Douma. Et se planter de drapeau, en fait, ce sont des choses qu'on fait assez couramment en Arctique, notamment dans cette troisième illustration, où je propose 2 expéditions, encore une fois militaires, cette fois-ci une canadienne et une danoise, 2 expéditions qui plantent un drapeau respectivement du Canada et du Danemark sur la petite île de Hans, qui était jusqu'en 2022 le dernier territoire disputé en Arctique. Aujourd'hui, il n'y a plus de revendications territoriales litigieuses, mais l'île de Hans était la dernière, un petit caillou non peuplé entre le Canada et le Groenland, qui aujourd'hui fait l'objet d'un traité bilatéral tout à fait cordial. Mais dans l'histoire, et peut-être aujourd'hui on va y revenir, l'Arctique a été un territoire de confrontation de pouvoir depuis la guerre froide. Vous vous souvenez de mon exemple de Dr Folamour, mais même depuis la Deuxième Guerre mondiale. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, où encore une fois les États-Unis ont construit une base aérienne au Groenland, la base de Thulé, qui existe toujours, qui a simplement changé de nom. Elle s'appelle aujourd'hui Pituffik, qui est une base pour bombardiers stratégiques à l'époque, ce qui a été documenté par Jean Mallory dans ses célèbres Derniers rois de Thulé, le premier numéro de la collection Terre humaine, exactement, de chez Plomb. Et aujourd'hui encore, cette base existe, elle est toujours en activité, et les États-Unis avaient d'ailleurs d'autres bases, en Islande par exemple, qui est devenu aujourd'hui l'aéroport civil de Keflavik. Donc parfois ces installations, ces marques de pouvoir très matérielles se transforment en installations civiles et demeurent dans le paysage. Parfois elles restent toujours, et les États-Unis ont toujours cette base manifestation de leur pouvoir et de leur puissance au Groenland. Et à l'époque, d'ailleurs, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, où les États-Unis avaient occupé le Groenland pour empêcher, disait-il, les nazis d'occuper ce territoire, ils avaient déjà proposé au Danemark d'acheter ce territoire, comme ils l'ont fait plusieurs fois ensuite au XXe siècle, jusqu'à ce que Donald Trump remette cette pratique à la mode. Pendant la guerre froide, l'Arctique est la région du monde où les 2 puissances, l'URSS et les États-Unis, sont les plus proches. Vous voyez, au niveau du détroit de Bering, c'est-à-dire entre l'Alaska et la Sibérie, on a à peu près 80 km, ce qui n'est pas grand-chose en distance. C'est d'ailleurs par ce détroit-là, qui était gelé à une époque, lors de la dernière glaciation, que l'Amérique a été peuplée par des populations venues d'Asie. Donc des territoires très proches, qui sont des territoires de confrontation de pouvoir depuis la Seconde Guerre mondiale, pendant la guerre froide évidemment, jusqu'à ce que ça se calme pendant un moment, avec des pratiques à la fois de régulation et de dévolution de pouvoir qui vont fonctionner pas si mal dans les années 90 et pendant peut-être 25 ans, globalement jusqu'en 2022. À partir à la fin des années 80, et notamment à l'initiative de Mikhaïl Gorbatchev, le dirigeant soviétique, dans un contexte de dégel des relations, l'URSS a besoin de coopérer avec ses voisins, et Mikhaïl Gorbatchev tend la main aux autres pouvoirs régionaux en Arctique, notamment en proposant de créer un conseil qui permettrait de coopérer autour des questions de protection environnementale, de développement durable. C'est le Conseil de l'Arctique. En effet, à l'époque, la région de Barents est un cimetière nucléaire à ciel ouvert. C'est là où la Russie a fait un grand nombre d'essais nucléaires, et où l'URSS a fait un grand nombre d'essais nucléaires, et elle a besoin de ses voisins, besoin à la fois technique, à la fois financier, pour dépolluer ces territoires et retrouver un peu de sa puissance dans cette région-là. Donc on assiste à une année de dégel, à des années de dégel, de fonctionnement plus ou moins correct de la coopération régionale, qui a la particularité d'inclure des populations autochtones qui composent à peu près 20% des 4 millions d'habitants au nord du cercle polaire en Arctique, que vous voyez ici apparaître sur la carte. Et donc, ça fonctionne au sein de ce Conseil de l'Arctique. Vous voyez ici une réunion au sein de laquelle j'avais fait de l'observation participante à Tromsø, en Norvège, la photographie de la droite, où vous voyez notamment des représentants de l'organisation russe qui s'appelle RAIPON, l'association des petits peuples du Nord russe, qui regroupe une 50aine de groupes autochtones russes, avec la question tout de même de ces populations qui sont présentes, mais qui n'ont pas un droit de vote, et dont en fait le pouvoir
réel au sein de cette organisation est minoré par tout un tas de questions, notamment la question de la langue. On voit ici, croyez-moi sur parole, ce sont des traducteurs qui accompagnent ces populations dont l'anglais n'est ni la langue première ni la langue seconde, puisque la langue seconde est le russe. Et en fait, la traduction, ça fait partie, parmi d'autres évidemment moyens comme les moyens financiers ou les moyens techniques, ça fait partie des obstacles qui limitent le pouvoir réel de ces personnes-là au sein des organisations régionales, sans compter évidemment le fait que l'organisation RIPON sera dissoute dans les années 2010, puisqu'elle est accusée d'être financée par des agents de l'étranger, puis cette organisation de peuple autochtone russe est remise en place, mais cette fois-ci soumise au pouvoir politique. Régulation de pouvoir, donc qui fonctionne relativement bien dans les années de post-guerre froide, au fur et à mesure aussi que ces régions de l'Arctique sont démilitarisées pour des raisons à la fois politiques mais aussi financières. La Russie n'a plus les moyens de financer ces marques de pouvoir aussi dans son Grand Nord. Elle a beaucoup d'autres problèmes démocratiques, économiques à régler. Et les années 90, c'est aussi le grand moment des dévolutions de pouvoir dans d'autres pays, notamment au Canada et notamment dans les pays nordiques et scandinaves, en Norvège, en Suède, en Finlande. Vous voyez ici une photographie d'un panneau au Nunavut, à Iqaluit, la capitale du Nunavut, donc un territoire du nord-est du Canada qui appartient au Québec, comme vous pouvez le voir. Et on voit à la fois noté stop, arrêt en bon français et également le même terme dans la langue inuktitut, que je ne suis pas capable de lire ici, qui traduit la dévolution de ce pouvoir. En 1999, ce territoire autonome du Nunavut est créé avec une dévolution de pouvoir du niveau national de Ottawa jusqu'à ce territoire très peu dense, très peu peuplé, mais qui obtient un certain nombre de pouvoirs, pas en termes de politique étrangère, mais par exemple en termes de politique linguistique, d'éducation, etc., tout en étant évidemment sous perfusion financière du pouvoir central. Dans ce contexte de dévolution de pouvoir, dans ce contexte de régulation de pouvoir, j'ai parlé du Conseil de l'Arctique comme un de plusieurs moyens de réguler la puissance peut-être et de réguler le pouvoir en Arctique. On observe depuis les années 2010 l'irruption de nouvelles puissances. Et je propose ici cette carte qui est tirée de ma thèse, qui date de quelques années déjà, où vous voyez ici les États membres du Conseil de l'Arctique, c'est-à-dire les 8 États qui ont des territoires au nord du cercle polaire, donc je dirais les puissances arctiques régionales classiques, que sont les États-Unis grâce à l'Alaska, le Canada, la Russie évidemment, immense puissance arctique, plus grande puissance régionale, la Finlande, la Suède, la Norvège, l'Islande et le Danemark grâce à son territoire autonome du Groenland dont on a déjà parlé. Mais au sein de ce Conseil de l'Arctique se multiplient également les États observateurs, c'est-à-dire des États, puissance ou pas du tout, qui revendiquent une place dans la gouvernance régionale, dans la régulation de pouvoir régional, et qui appuient, qui justifient cette demande d'avoir droit à décider qui a le pouvoir en Arctique, qui justifie cela soit par une présence scientifique, soit par le fait d'être une puissance mondiale qui aurait le droit à s'intéresser à ce qui se passe dans cette région du monde, qui intéresse de fait de plus en plus de monde. La France en fait partie et depuis les années 2010, on observe aussi l'arrivée en nombre des pays asiatiques, des puissances asiatiques comme la Chine et l'Inde notamment, à côté de Singapour ou encore de la Corée et du Japon. À côté donc de ce format traditionnel de régulation de pouvoir, que peut être une organisation, un forum régional comme le Conseil de l'Arctique, on observe aussi de nouvelles manières de réguler le pouvoir ou d'affirmer son pouvoir dans de nouveaux formats que peuvent être par exemple des conférences qui sont plus informelles, qui rassemblent un grand nombre d'acteurs et qui ne sont pas limitées aux puissances traditionnelles à l'intérieur de cette ligne imaginaire qui est le pôle Nord. Je donne ici un exemple tiré également d'une photo de terrain. C'est une conférence à Reykjavik où il se trouve que le gouvernement chinois a organisé à grands frais une China Night, c'est-à-dire une soirée avec des danseurs, des spectacles traditionnels chinois, de la nourriture traditionnelle en abondance, une distribution abondante également de petits livres rouges. Et tout cela se fait au cœur de la capitale islandaise, avec qui d'ailleurs Pékin entretient des liens très étroits en Arctique, comme une porte d'entrée pour affirmer sa puissance scientifique,
certes, la Chine est une grande puissance scientifique polaire, en Arctique comme en Antarctique. En Antarctique, la Chine a 5 fois plus de stations scientifiques que nous, les Français, également en Arctique. Une grande puissance économique, évidemment, et aujourd'hui peut-être une puissance tout court dans cette région, notamment dans un contexte de désengagement de sanctions occidentales contre la Russie qui laisse une place croissante à de nouveaux acteurs, à de nouvelles puissances. Cette démonstration de pouvoir scientifique, économique, hautement symbolique également, elle se fait dans un contexte, encore une fois, de parution du premier livre blanc chinois sur l'Arctique, en 2019, où la Chine écrit noir sur blanc en anglais, We are a near Arctic state, que vous pouvez traduire comme vous voulez. Nous sommes un proche État arctique ou nous sommes un presque État arctique. Dans tous les cas, la Chine affirme effectivement, encore une fois, une proximité géographique, pourquoi pas, surtout dans un contexte de changement climatique, de déplacement du vortex polaire, de déplacement climatique, mais aussi dans un contexte effectivement de liens économiques, politiques de plus en plus étroits avec cette région. Se pose la question de que faire de ces nouvelles puissances, et encore une fois, qui décide, qui a le pouvoir dans ces régions arctiques, et est-ce que le pouvoir des habitants ne serait pas diminué par l'irruption de ces nouvelles puissances. Ce qui est intéressant également peut-être à observer, c'est la réaction des puissances traditionnelles ou de ceux qui se revendiquent comme des puissances traditionnelles. En fait, les États-Unis, après la guerre froide, ne se sont pas vraiment intéressés à l'Arctique, ils se sont intéressés à beaucoup d'autres théâtres d'opérations à travers le globe, mais l'Alaska, c'est quand même, c'est un territoire très récent. En fait, vous savez peut-être que l'Alaska a été acheté à la Russie au milieu du 19e siècle, donc ça ne fait que 150 ans que les États-Unis sont une puissance arctique. Mais ces puissances traditionnelles ont réagi très fortement, et moi j'analyse les déclarations fracassantes de Donald Trump en Arctique comme une réaction de pouvoir ou de puissance, d'une puissance traditionnelle qui remarque qu'elle a peut-être un temps de retard par d'autres puissances, par rapport à d'autres puissances moins traditionnelles qui ont pris de l'avance dans cette région arctique. De fait, il serait possible que la Chine soit une puissance régionale, et je ne suis pas sûre que les États-Unis, et peut-être davantage d'ailleurs que les États-Unis. Je mets ici une capture d'écran d'un discours tout à fait intéressant que vous pouvez lire ou entendre de Mike Pompeo, donc secrétaire d'État à l'époque du premier gouvernement de Donald Trump, à la veille d'une réunion du Conseil de l'Arctique à Rovaniemi en Finlande. Oui, il fait un discours tout à fait intéressant, complètement teinté des logiques de guerre froide, avec vraiment une rhétorique. Il dit, je crois littéralement, on entend le bruit de bottes fourrées en Arctique des Russes. Et il accuse les Russes et les Chinois d'activités illégales en Arctique. Il accuse la Russie d'activités militaires menaçantes contre les États-Unis. Et de manière assez intéressante, il vise surtout la Chine, affirmant que la Chine ferait passer des sous-marins nucléaires sous la banquise, affirmant que la Chine aurait dépensé 80 milliards de dollars dans des infrastructures en Arctique en 5 ans. Je n'ai pas les moyens de vérifier ces informations. À ma connaissance, c'est difficile à vérifier. Mais dans tous les cas, cela traduit, je pense, une crainte, un retard face au pouvoir chinois en Arctique que les États-Unis n'avaient peut-être pas jusqu'à présent, jusqu'à ce que, suite à cette déclaration, Mike Pompeo décide de faire, pour la première fois de l'histoire du Conseil de l'Arctique, décide de faire manquer cette réunion du Conseil de l'Arctique en refusant de signer la déclaration commune faisant mention de changement climatique. Et c'est à l'issue de cette réunion que à l'issue de ce discours assez agressif, que se sont multipliés les coups d'éclat de Trump dont vous avez entendu parler dans les médias. Ce fameux tweet dont je suis très fière d'avoir pris la capture d'écran avant qu'il ne disparaisse de Twitter, puis que mon Twitter ne disparaisse. La photo, donc ça c'était déjà 2019, avec cette petite blague du meilleur goût. I promise not to do this in Greenland. Vous voyez une magnifique Trump Tower en plein milieu d'un territoire groenlandais. Puis exactement la même chose en 2025, que je ne vais pas m'étendre parce que je pense que vous avez vu passer ça dans les médias. Encore une fois, des parodies ou des images, des représentations de cette relation de pouvoir des États-Unis, en tout cas de Donald Trump au Groenland, l'arrivée d'un avion avec noté Trump à Nuuk, et cette fameuse image Make Greenland Great Again. Il y avait des gens aussi avec des casquettes au Groenland. Ce retour ou cette réaction des puissances traditionnelles
elle se traduit aussi par des démonstrations de puissance. Je l'ai dit rapidement, je reviens peut-être sur l'idée qu'il y a tout de même une grande puissance régionale en Arctique. Et c'est peut-être intéressant d'évoquer là la question qui sera certainement évoquée à plusieurs reprises, je l'ai vu dans le programme, de comment on mesure la puissance. Cette puissance étant une ressource, quelque chose dont on dispose. On peut mesurer la puissance par des indicateurs, peut-être, beaucoup plus que le pouvoir. Et ces indicateurs de la puissance, notamment de la puissance russe en Arctique, si je prends cet exemple qui me semble le plus évident, ils se traduisent par des indicateurs démographiques. L'Arctique russe compte 2 millions d'habitants, soit la moitié des habitants de l'Arctique au total. Un indicateur de taille du territoire. Vous savez que la Russie, c'est non seulement le plus grand pays du monde, mais aussi le plus grand pays arctique, et le pays qui a la moitié, encore une fois, du littoral de l'Arctique. Ces indicateurs, ce sont aussi des indicateurs économiques de la puissance en Arctique. La Russie peut compter sur l'Arctique pour à peu près 15 à 20% de son PIB, de ses exportations, donc 15 à 20% de la richesse russe, de sa puissance économique, proviennent des régions de l'Arctique. Et cette puissance, cette ressource, lui permettent d'avoir la capacité d'imposer son pouvoir en Arctique. Et là, je vous propose un autre indicateur de puissance arctique, qui est le nombre de brises-glaces qui permettent donc d'appuyer sa puissance économique et aussi politique en Arctique. Vous voyez ici très rapidement que la Russie, en 2022, donc c'est le professeur Hervé Baudu à l'école de marine de Marseille qui est spécialiste des brises-glaces en Arctique, qui produit cette carte. Vous voyez globalement, s'il y a un chiffre à retenir, c'est que la Russie a autant de brises-glaces que tout le reste du monde, pour aller vite. Voilà, sans comme ça vous n'êtes pas obligé de lire tous ces petits bâtons. La Russie a autant de brises-glaces en activité que tout le reste du monde. Vous voyez, nous les Français, encore une fois, on n'en a qu'un. Oui, les Russes, ils en ont 83. Et 109 à l'époque qui sont aussi soit en construction, soit planifiés, si on additionne tout. Les démonstrations de puissance aussi ont des effets matériels et transforment les territoires. Là, je vous montre une illustration de la façon dont les territoires sont transformés par des démonstrations de pouvoir ou de puissance. Et c'est un site, j'ai fait cette capture d'écran sur un site tout à fait intéressant qui s'appelle Arctic Military Tracker, qui montre en fait en temps réel des opérations militaires qu'il est possible de mesurer, évidemment, dans les régions de l'Arctique. Vous voyez ici des activités russes, des activités jointes de la Russie avec d'autres pays, comme ici la Chine, des activités de l'OTAN ou des alliés de l'OTAN. Et ça donne en fait ici une idée de la matérialisation du changement des territoires par le pouvoir. Une de ces matérialisations, c'est les bases militaires, la territorialisation de l'Arctique par des activités militaires. Mais évidemment, il y en a d'autres, des infrastructures civiles, comme des ports en eau profonde, par exemple, ou encore une fois, une frontière qui pourrait se matérialiser entre la Finlande et la Russie, comme on l'a tous vu, je l'ai vu aussi dans des manuels, une frontière qui se dresse pour de bon, de manière matérielle, entre la frontière et la Russie, dans la région de Barents, ou toujours entre la Norvège et la Russie, alors que cette frontière se passait très facilement, alors que les Norvégiens et les Russes de la région de Barents bénéficiaient d'un visa spécifique, le visa Pomor, pour faire leurs études, pour faire leurs courses. Ils traversaient cette frontière de manière quotidienne. Le retour de ces relations de pouvoir ferme de manière extrêmement matérielle cette frontière. La démonstration de puissance, la démonstration de pouvoir a des effets sur le territoire. Je vous ai promis de parler de différents niveaux géographiques et ce qui me semble intéressant avec l'Arctique, évidemment, chaque chercheur voit dans son terrain un miroir des rapports de force du monde entier. Mais bon, sans mauvaise foi, je trouve que ça marche bien en Arctique. On voit que l'Arctique est aussi un terrain de rivalité de pouvoir au niveau national. Et là, si j'avais un seul exemple à vous montrer, c'est effectivement les rivalités de pouvoir en Arctique autour des présidences Trump, puis Biden, puis Trump, où en fait l'Arctique est devenu un symbole très très fort de ce que voulaient faire les différents présidents en termes notamment de politique environnementale ou de politique énergétique. Je ne dis pas que Joe Biden est un saint en termes de politique énergétique, je ne dis pas ça, mais je dis que l'une des premières choses que Biden a fait en 2021 quand il est arrivé au pouvoir, je vous promets que c'est dans les 2-3 jours après son élection, il a signé un moratoire interdisant l'exploitation pétrolière en Arctique que Trump avait promis quelques années auparavant. Et inversement, une des premières choses qu'a fait Donald Trump en arrivant au pouvoir de nouveau lors de sa deuxième mandature, c'est signer 2 grands projets énergétiques en Alaska, dans ce plus grand parc national états-unien, qui est le parc d'Alaska, qui est aujourd'hui la plus grande réserve naturelle aux États-Unis,
qui devient en fait le symbole de ces rivalités de pouvoir au niveau national. Enfin, peut-être la dernière chose que je voulais vous dire pour montrer comment l'Arctique est à la fois un objet de pouvoir, un miroir de pouvoir et créé par des relations de pouvoir, c'est la question de l'emboîtement et des chocs des différentes échelles de pouvoir qui non seulement s'emboîtent, mais aussi peuvent rentrer en collision. Et ça rejoint peut-être la dernière question que je vous pose aujourd'hui, enfin que je pose aujourd'hui en tout cas, et que vous aurez certainement l'occasion d'approfondir à travers le festival, c'est la question de qui a le pouvoir ou qui a le droit d'avoir le pouvoir. Et ça se traduit assez bien à travers la question, enfin le débat en géographie que vous connaissez certainement et qu'on retrouve de manière particulièrement prégnante dans les régions de l'Arctique, de est-ce que l'Arctique c'est un ensemble d'espaces à sanctuariser, à mettre sous cloche, comme ça a pu être le cas aux Antipodes avec le traité de l'Antarctique, qui sanctuarise ce territoire et le dédie à la paix et à la science et interdit les activités militaires et l'exploitation à des fins économiques de ce territoire. Est-ce qu'on peut faire ça en Arctique? Ou est-ce qu'on prend en compte la spécificité de ces territoires arctiques et le fait notamment qu'ils sont habités? Je vous rappelle d'à peu près 4 millions de personnes qui vivent au nord du cercle polaire. Donc encore une fois, je vous présente 2 photos que j'ai fait pendant des terrains de recherche. Le premier à Iqaluit, la capitale du Nunavut. Donc vous voyez une petite communauté. Cette photo, elle est prise en mai et vous voyez la banquise. Donc il fait toujours très froid. En plein milieu du mois de mai, on voit ici des plantations. Pardon, pas du tout des plantations. Pas de plantations, pas d'arbres. Et des habitations et des infrastructures sur pilotis pour éviter que la chaleur des infrastructures ne fasse fondre le pergélisol, donc le sol gelé. Et en regard, la ville de Tromsø, 4e ville de Norvège, cette fois-ci à peu près 50 000 habitants, une université, un Burger King, un cinéma, une bibliothèque, une ville qui ressemble davantage à nos modes d'habiter à nous en Europe. De manière intéressante, les 2 villes sont à la même latitude, mais vous voyez que le Gulf Stream fait des miracles en Europe. Bref, vous voyez ici 2 manières différentes d'habiter qui illustrent bien que les territoires arctiques sont en fait des territoires habités, exploités, parfois depuis très longtemps. Et donc la question de qui a le pouvoir en Arctique se pose évidemment en prenant en compte des habitants. Même à Tromsø, nous sommes à peu près 250 km au nord du cercle polaire. Et donc je vous montre ici également des captures d'écran d'un contact de terrain que j'avais eu à l'université justement du Nunavut au Canada. Alors je ne sais pas à quoi ressemblent vos fils de réseaux sociaux. S'il y a beaucoup de trophées de chasse, mais chez moi il y en a pas trop. À part à l'époque avec cette jeune femme qui vous montre en fait que même dans les années 2020, à la fin des années 2010, dans le cadre d'une économie tout à fait intégrée à la mondialisation, en fait, des pratiques traditionnelles comme la chasse ou comme ensuite la couture d'un magnifique anorak, selon le terme consacré, fabriqué à partir d'un trophée de chasse, ça fait partie des pratiques quotidiennes et qu'aujourd'hui, la chasse, la pêche, qui sont des pratiques traditionnelles, sont toujours bien vivantes et sont à intégrer dans la compréhension des rapports de pouvoir et de qui décide dans ces régions de l'Arctique. Donc cette question-là, est-ce que c'est un espace à sanctuariser ou des territoires habités? Elle surgit de nouveau aussi avec l'apparition de nouveaux acteurs de pouvoir. Et je pense par exemple à des ONG, y compris des ONG que vous connaissez très bien, comme l'ONG Greenpeace, qui posent cette question-là à travers un exemple qui est la campagne contre la chasse aux phoques. Vous voyez ici cette campagne-là qui avait été portée notamment par Brigitte Bardot. J'ai failli dire l'indéboulonnable Brigitte Bardot. Pardon. Qui avait donc porté cette campagne extrêmement forte. Vous voyez un bébé phoque extrêmement mignon. Et à côté, effectivement, cette publicité très, très violente qui explique qu'en Arctique, on tue encore aujourd'hui des bébés phoques pour la peau. Et vous voyez, d'autre côté, quelque chose qui peut être assez contre-intuitif pour nous, Européens bien élevés, qui est en fait une manifestation anti-Greenpeace, parce que justement, cette ONG Greenpeace apparaît comme un nouveau pouvoir, peut-être se veut un contre-pouvoir, mais ici, en fait, s'oppose aux intérêts des habitants et à des pratiques, vous l'avez vu, des pratiques traditionnelles qui sont aujourd'hui complètement vivantes et qui continuent de faire vivre des populations, ou en tout cas qui les relient à leur histoire douloureuse de la colonisation. À l'issue de cette campagne-là, évidemment très soutenue par le pouvoir national canadien qui s'en est emparé, Greenpeace a été obligé de s'excuser
et la Commission européenne qui avait interdit l'importation de peaux de phoque en Europe est revenue en arrière aujourd'hui. Si vous le souhaitez, vous pouvez acheter des peaux de phoque en Europe à condition qu'elles soient chassées de manière traditionnelle par des populations arctiques. C'est donc le risque de l'éco-colonialisme dans un contexte de multiplication des acteurs, de différents pouvoirs, contre-pouvoirs, à tous les niveaux géographiques qui peuvent rentrer en concurrence, qui peuvent rentrer en confrontation. Vous voyez ici un exemple de conflit assez peut-être inattendu autour de cette question de qui a le pouvoir. Donc peut-être quelques mots de conclusion. L'Arctique, c'est donc un objet de pouvoir. Ça, je crois que je n'avais pas besoin de vous en convaincre. Mais aussi un reflet des rivalités de pouvoir à de multiples niveaux géographiques qui montrent l'emboîtement des niveaux géographiques très chers évidemment aux géographes, voire le choc de ces échelles. Et ce qui est intéressant aussi, ce que j'espère avoir montré à travers des illustrations, c'est la façon dont ces rapports de pouvoir ont des conséquences sur les lieux et évidemment à la fin, des conséquences sur les habitants de ces régions. Et je crois qu'en tant que géographe, c'est peut-être ça qui nous intéresse, ce sont les habitants de ces régions et la façon dont justement se pose la question de savoir qui a le pouvoir aujourd'hui. Je vous remercie. Merci beaucoup, cher Camille Escudé, pour cette conférence absolument remarquable en ce qu'elle tricote à la fois l'application d'un thème avec un territoire. Comme quoi, quand on fait des études de cas territorialisées, on fait la géographie qu'on souhaite et qu'on désire vraiment. Merci beaucoup. La parole est à la salle pour des questions. Alors, on se donne jusqu'à 10h25. Donc, on a 10 minutes de questions. Et ensuite, on fait une pause et on passe à la table ronde. Donc, les questions sont pour la salle. Il y a un micro. Les micros circulent. Alors, je vais poser la première question. C'est celle est-ce que vous pourriez nous préciser le rôle de la France ? Nous avons un ambassadeur des pôles. Le premier, c'était Michel Rocard. Quelle est la stratégie de la France par rapport à l'Arctique ? On a vu qu'il y avait qu'un brise-glace français, mais elle revendique quand même un rôle d'acteur. Est-ce que vous pourriez préciser ? Oui, bien sûr. Alors, la France est une nation polaire. La France n'est pas une nation arctique. On a des territoires qui sont proches de l'Arctique, comme Saint-Pierre-et-Miquelon, par exemple. Mais la France est avant tout une nation polaire grâce au territoire dont elle est souveraine. En Antarctique, la Terre Adélie. Et donc, nous avons une station et demie en Antarctique, Concordia, qui est partagée avec les Italiens. Et j'ai oublié l'autre. Bref, et l'autre station qui est en Terre Adélie, pardon. Donc la revendication de la France, c'est avant tout une revendication qui se base sur un statut scientifique, sur une grande expérience scientifique, sur une grande expérience d'exploration, donc notamment Charcot, etc., Paul-Émile Victor, absolument. Cependant, je pense que la principale difficulté aujourd'hui, c'est que peut-être que la France manque des moyens de son ambition en Arctique. Ça, c'est quelque chose qui est assez souvent souligné. Bon, non seulement par les scientifiques, je ne vais pas vous faire le laïus, mais je pense que vous êtes au courant que la France manque de moyens dans la recherche et donc dans la recherche polaire qui en plus coûte vraiment très cher, plus que peut-être que d'autres terrains, et aussi peut-être un peu de volonté politique. Donc vous avez raison, Nicolas Sarkozy avait nommé en 2007 Michel Rocard ambassadeur des pôles pour porter une voix forte pour les pôles. Il se trouve que ça a fonctionné, que ça a tellement bien fonctionné que Michel Rocard avait fait un certain nombre de boulettes diplomatiques en proposant justement de sanctuariser l'Arctique sur le modèle de l'Antarctique, ce qui n'a pas été très bien reçu par les nations arctiques, encore une fois, qui vivent en Arctique. Pour sa défense, Michel Rocard était un des instigateurs du traité de l'Antarctique. Donc lui, c'était un vrai défenseur plutôt de la position sanctuarisation des pôles. Et vous l'avez bien compris, on ne peut pas sanctuariser des territoires habités comme on a pu le faire avec des territoires qui n'ont jamais été habités de manière permanente, comme les territoires antarctiques. Donc voilà, peut-être une revendication
Exactement. Aujourd'hui, ça a été rapidement Ségolène Royal, puis aujourd'hui, c'est Olivier Poivre d'Arvor, qui est ambassadeur des océans et des pôles, et je pense qu'il essaye de porter une voix forte, mais c'est pas toujours évident. Cette voix s'appuie sur une expertise scientifique et sur, depuis, des politiques qui se sont multipliées, notamment très récemment cet été, la première politique de défense arctique française, qui fait suite évidemment aux événements de 2022 et de la possibilité soit d'un débordement d'un conflit en Arctique, soit de l'irruption d'un conflit en Arctique. Et dans ce cas-là, la France se range effectivement derrière d'autres acteurs européens ou d'autres alliés de l'OTAN. Je ne sais pas s'il y a un micro en haut. Il y a une personne qui a une question au deuxième rang. Forme d'intégration qui leur redonnait de la puissance? Alors c'est effectivement une très bonne question. Vous avez raison de dire que effectivement le tourisme c'est une des ressources économiques qui se développe beaucoup en ce moment dans les régions polaires et en particulier en Arctique. C'est une activité qui augmente de manière presque exponentielle, que ce soit du tourisme qu'on appelle de la dernière chance. C'est souvent une forme de tourisme quand même globalement assez fortunée, souvent des croisières, du tourisme de haut niveau qui reste pas si mal encadré d'un point de vue environnemental. Je pense qu'aujourd'hui, évidemment, je ne peux pas parler à la place des communautés, mais je pense que ça peut être vu comme une source de pouvoir. Je pense par exemple à l'exemple du Groenland. Aujourd'hui, 98% du PIB du Groenland dépend de la pêche. Et on sait que notamment dans un contexte de réchauffement climatique, cette ressource halieutique, les ressources halieutiques ont tendance à migrer vers le nord, en Arctique, et que dépendre à 98% de la pêche, c'est peut-être un peu faible pour un jour prétendre ou demander, ou en tout cas voter pour l'indépendance du Groenland. Et dans le cas du Groenland, effectivement, il y a eu un certain nombre d'initiatives de patrimonialisation, notamment des glaciers qui sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, pour développer ce tourisme qui de fait existe, notamment encore une fois le tourisme de croisière dans les fjords, etc., et qui vise peut-être à donner du pouvoir aux communautés. Après, il y a eu plusieurs conflits d'usage qui ont été reportés, des échauffourées, des altercations entre des touristes et des populations locales, notamment toujours un peu autour de cette question de l'écocolonialisme, de choc parfois un peu des cultures entre des touristes occidentaux, souvent, et des populations locales qui vivent encore parfois avec un mode de vie qu'on peut appeler traditionnel. Mais de fait, je pense qu'aujourd'hui, ça peut être une ressource pour le pouvoir, encore une fois, de manière pas toujours évidente pour nous, mais en tout cas pour les populations locales, je pense que c'est vu comme une forme de prise de pouvoir, ou en tout cas aussi de prise de pouvoir dans l'espace médiatique, dans l'espace symbolique du reste du monde, un peu comme ça a été le cas, mine de rien, avec les prises de parole fracassantes de Donald Trump au Groenland. Mine de rien, on a parlé du Groenland, qui était quand même un petit territoire de 56 000 habitants. Je pense que pour le tourisme, c'est un peu le même type de phénomène qui se produit. Alors, vous avez évoqué la culture des peuples autochtones et l'arrivée dans des plateformes privées de films évoquant l'Arctique. Et par rapport à la question du tourisme précédente, je me pose la question dans quelle mesure la mise en scène des peuples autochtones, qu'on retrouve parfois dans d'autres films, c'est-à-dire que le peuple autochtone se met en autochtone, alors qu'en fait la majorité de l'activité est liée à d'autres secteurs. Est-ce que c'est une réalité pour ces peuples, ou est-ce que, et donc là, quelque part, je ne peux pas dire d'échéance, mais
le renoncement à une véritable identité autochtone, au sens où elle est carte postalisée et elle est juste, on va dire, ce qui est connu des Occidentaux est mis en scène pour les Occidentaux qui viennent dans le cadre du tourisme, mais que finalement l'intimité de cette culture autochtone disparaît progressivement parce qu'ils se mettent à parler russe, anglais, etc., etc. Alors ça, c'est une question très intéressante. Moi, pour ma défense, je ne suis pas vraiment une spécialiste de ces populations-là, donc je vais vous dire ce que j'en pense sans connaître de manière extrêmement fine ces questions-là. Pour moi, je dirais que c'est assez ambivalent, mais pour la dernière série que j'ai présentée, North of North, je sais qu'en tout cas, j'avais lu des interviews de la principale actrice qui est elle-même issue d'une communauté un peu comme celle qu'elle représente dans la série, mais elle présentait vraiment ça comme une forme d'empouvoirment, et après elle présente ce qu'elle veut. Elle définissait ça comme le fait, elle, de se mettre en scène, de mettre en scène ce qu'elle voulait, de mettre en scène une partie de sa culture qui lui tenait à cœur de représenter, et mine de rien d'accéder à un rôle, encore une fois, qui est mis en scène, tout en peut-être gardant dans son intimité, encore une fois, ce qu'elle souhaite, mais en mettant en avant sa culture comme une forme aussi de prise de parole et de prise de pouvoir sur la scène médiatique. Je pense qu'on a quand même fait beaucoup de chemin depuis Nanook l'Esquimau, et c'est un peu ce qui s'était fait dans Borgen, l'idée qu'on ne peut pas aujourd'hui, en 2022 à l'époque, faire une série sur le Groenland en prenant des acteurs qu'on va déguiser en groenlandais. C'était indispensable de prendre des acteurs qui étaient en fait non seulement groenlandais, mais qui aussi n'étaient pas forcément des acteurs, mais des personnes qui ont un rôle dans la vie politique et qui sont amenées à jouer leur propre rôle. Et je pense que pour eux aussi, c'est une forme de prise de pouvoir. Et encore une fois, après, ils mettent en scène autant qu'ils veulent. Je comprends que ça soit un sujet débat, mais je ne pense pas que ça soit forcément quelque chose d'humiliant de se mettre en scène. Ça peut aussi être vu comme une prise de parole et comme le fait de montrer quelque chose, tout en gardant le pouvoir sur ce qu'on veut montrer ou sur ce qu'on veut garder dans son intimité. De toute façon, cette histoire de la double culture, elle est toujours très présente. Je pense que dans la série, les acteurs parlent la langue, leur langue traditionnelle et parlent l'anglais. Et je pense que les deux s'entremêlent. Et de fait, cette double culture, elle est présente, et elle leur permet aussi justement d'avoir du pouvoir à tous les niveaux, au niveau de leur communauté, mais aussi au niveau national, voire international, dans le cadre d'une série diffusée sur une plateforme privée. Merci beaucoup Camille Escudé. On garde Camille pour la table ronde. Merci.